chers amis, bonjour, très heureux. On est super content parce qu'en fait, la communauté Lucie a doublé de taille en un an. Et donc, ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, on sera encore 2 fois plus nombreux et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça nous donnerait une croissance exponentielle. C'est tout ce qu'on souhaite à ce label aux membres de la communauté, plus particulièrement à ceux qui ont cru dès le premier jour, alors que il n'y avait pas grand monde autour et qui se sont dit allez on y va et puis on va entraîner derrière nous beaucoup de gens. Voilà. Ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent que j'avais fait une petite intervention sur le thème l'engagement dans la communauté Lucie, c'est un engagement militant, c'est-à-dire que chacun de nous doit essayer effectivement de recruter autour de lui des entreprises qui s'engagent de façon réelle et sérieuse dans le développement durable. Vous voyez que ça a marché, puis il faut que ça continue. Moi j'ai une conviction, c'est que le nombre des acteurs qui s'engagent aujourd'hui dans la RSE est en alignement avec la norme ISO 26000 qui va croissant malgré une période économique difficile, vient du fait que beaucoup de nous ont compris que finalement si les pays occidentaux et particulièrement la France sont aujourd'hui dans la situation qu'on connaît, c'est peut-être aussi à cause d'un déficit de responsabilité. Laisser filer les déficits, c'est facile, ne faire attention qu'à ses intérêts personnels, etc., travailler dans le court terme. Je pense qu'effectivement, la communauté Lucie a un rôle à jouer pour montrer qu'on peut créer de la richesse autrement et surtout durablement. Voilà. Donc, bienvenue à tous, très heureux d'être avec vous, heureux que vous soyez là. Alors, on va avoir, je vous annonce un petit peu le programme, vous allez voir, c'est assez riche. On va avoir ce matin un programme en 3 parties. La première partie débute tout de suite, ce sont des membres de la communauté Lucie, soit qui sont des entreprises labellisées, soit qui sont des entreprises en cours de labellisation qui vont venir s'exprimer ici sur ce qu'elles ont fait, pourquoi elles se sont engagées, quelles sont leurs ambitions, leurs objectifs dans ce cadre. Donc d'un instant à l'autre, peut-être qu'on sera amené à inverser un petit peu l'ordre des interventions. Nous avons effectivement Madame Cresson qui est présidente de l'école de la deuxième chance. Nous aurons ensuite, mais finalement peut-être avant on va voir ça, Serge Clérens de la Société Hydroélectrique du Midi qui est une filiale de GDF Suez qui viendra nous raconter l'histoire de sa labellisation. Et puis nous avons également des films qui ont été tournés par notre équipe, par notre vidéaste qui est juste là à votre gauche et effectivement qui va vous présenter l'engagement RSE et Lucie de l'Omarec, de Proméville, d'Inopsis. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, on va vous parler effectivement de bilan et perspective du label, de la communauté. Et donc, sur cette partie-là, Bruno Pirenne va effectivement vous présenter un petit peu toutes nos ambitions qui vont croissantes à mesure que nous sommes de plus en plus nombreux. On fera une petite pause. C'est à ce moment-là qu'on fera un peu de réseautage. Et puis ensuite, on va continuer à vous montrer des films d'autres entreprises labellisées, des DSI, GmbH, etc., Nord 6. Donc vous aurez des petits films tout du long. Et puis la troisième partie de l'intervention, ça va être une présentation de ce qui nous apparaît, nous, très important pour faire encore croître la communauté. C'est la démonstration. Et donc, ce sera à mon tour de prendre la parole, la démonstration de la performance économique de la RSE. On est capable de montrer que la RSE est rentable. Goodwill Management, la société que je dirige, est engagée dans ce travail-là depuis des années. Simplement, vous allez voir, cette année, on va vous proposer de le faire avec vous. Voilà. Et puis, nous avons également, je ne voudrais pas les oublier, des amis de Lucie, qui vont prendre la parole, donc des sociétés proches de la communauté. Romain Ferrari qui va nous présenter effectivement la clé du redressement économique de nos activités par l'intermédiaire du développement durable.
Alban Jacquemin qui va effectivement nous présenter aussi une RSE performante pour une entreprise performante. Alban Jacquemin nous vient de Schneider Electric. Voilà, et puis donc je vous souhaite à tous une très bonne convention. Nous aurons l'occasion d'échanger longuement maintenant et puis également pendant le cocktail. Donc merci à tous et puis je vais passer la parole incessamment à Madame Cresson qui vient d'arriver. Voilà, merci beaucoup. Merci Alan. Alors effectivement, Madame Cresson vient d'arriver. Je lui laisse monter sur l'estrade tout de suite, on ne la présente plus. Premier ministre de François Mitterrand, nombreux postes de ministre dans différents gouvernements et présidente de la Fondation des écoles de la deuxième chance dont elle veut nous parler aujourd'hui comme une opportunité pour les entreprises. Voilà, merci Madame Cresson. Bienvenue. Merci d'être si nombreux, c'est impressionnant. Voilà, on m'a demandé de venir parler des écoles de la deuxième chance que j'ai créées quand j'ai eu l'opportunité de le faire parce que j'étais à la commission à Bruxelles responsable de l'éducation. Bien sûr, comme beaucoup, je m'étais aperçue depuis de longues années du fait que notre système éducatif donne des résultats, on peut dire qu'ils sont pour le moins mitigés, puisque 150 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année sans formation et sans diplôme. Donc avec aucune chance, très peu en tout cas, de trouver un emploi. Cette situation, tout le monde la connaît, ça fait des années, et puis elle perdure, malgré les efforts, parce que chaque ministre de l'Éducation nationale qui arrive essaye de faire une réforme, mais en général n'y parvient pas. Espérons que l'actuel, qui, comme ses prédécesseurs, essaye de le faire, aboutira à des résultats. C'est-à-dire qu'avec des budgets qui sont largement égaux, quelquefois supérieurs à ceux d'autres pays comparables, nous arrivons à des résultats qui sont des résultats beaucoup moins bons. Alors, pour avoir vu de près, dans mes activités de maire, des jeunes comme ça en errance, je me suis dit, on va essayer d'imaginer un système au niveau européen qui permette de sortir ces jeunes de leur situation et de leur donner une chance de trouver un emploi et de pouvoir s'insérer dans la vie active. Comme je disposais d'un budget, j'avais dit que nous allions affecter ce budget à tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire chaque pays qui serait volontaire, et nous avons mis en place un comité pour réfléchir à ce que pourraient être les méthodes pour pouvoir répondre à ce besoin. Nous nous étions aperçus, enfin moi je m'étais aperçu en tout cas depuis longtemps, que ces jeunes non seulement savent à peine lire et écrire, ont beaucoup de mal à s'exprimer, ont un vocabulaire extrêmement pauvre, et n'ont finalement aucune notion de l'environnement social dans lequel ils sont. Ils sont très isolés, ils vivent en général dans le même endroit, toujours, voient toujours les mêmes gens, et circulent, on peut dire, vraiment en vase clos. Donc, nous nous sommes dit que le problème était bien sûr qu'il fallait leur apprendre les savoirs de base, lire, écrire et compter, mais qu'il fallait aussi, d'une certaine façon, leur expliquer un petit peu le monde extérieur, leur montrer l'univers dans lequel ils sont, enfin essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses. Et puis, j'ai cherché en France un endroit pour pouvoir faire la première expérience. Et le maire de Marseille, M. Gaudin, était très intéressé par le projet. Je cherchais effectivement une municipalité qui ait à la fois des besoins et en même temps la volonté de la part des élus et du maire en tout cas, de faire aboutir ce projet. Je veux dire qu'en France, en dehors de M. Gaudin, j'ai rencontré peu d'écho au début sur ce sujet. Donc nous avons effectivement mis en place une expérimentation en France. Les premiers jeunes qui sont entrés, nous avons testé un petit peu ce que nous pensions. Le fond de la démarche, c'est de se dire qu'on a affaire effectivement à quelqu'un dont on veut qu'il devienne un futur salarié, quelqu'un qui soit inséré dans le système économique,
mais que nous avions d'abord affaire à une personne. C'est ça qui est important. Une personne, c'est quelqu'un qui a un passé, une histoire, une famille, des problèmes, et qu'il ne suffit pas seulement de vouloir enseigner les savoirs de base, mais qu'il faut s'intéresser à la personne. Ce qui évidemment n'est pas le cas dans un système général, enfin en tout cas peu le cas. Et donc nous avons commencé par essayer de les faire parler, c'est-à-dire qu'ils expliquent leur histoire, d'où ils venaient. Nous sommes aperçus qu'ils étaient intarissables, c'est-à-dire qu'il fallait les arrêter car ils parlaient, ils racontaient toutes sortes d'histoires, et ils ont appris quelque chose de très important, c'est qu'on s'intéressait à eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un élément dans une classe, il y a le sentiment que tout ce qu'on essaie de lui apprendre, finalement, c'est finalement pas pour lui, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Eh bien, ce sentiment-là n'était pas un sentiment exact, c'est-à-dire qu'ils étaient intéressants. Ils devenaient quelqu'un qu'on a envie d'écouter, parce qu'il a une histoire à raconter, et que cette histoire est intéressante, qu'elle exprime quelque chose, qu'elle a de la valeur. Je m'ai aperçu que dans certains milieux, dans ma ville, Châtellerault, toute une catégorie de gens pensaient que le savoir n'est pas pour nous. Je me souviens par exemple d'avoir organisé des représentations théâtrales pour les familles, pour les jeunes, et que certaines familles n'y envoyaient jamais, c'était gratuit bien sûr, certaines familles n'y envoyaient jamais leurs enfants. Et quand je leur demandais mais pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas vos enfants à ces représentations théâtrales, ils me répondaient parce que ce n'est pas pour nous. Je leur disais c'est précisément pour vous, et en plus c'est gratuit. Et bien ça, ce mur, qui est un mur culturel, qui est beaucoup plus important que le mur de l'argent, c'est quelque chose qui est très difficile à faire franchir à quelqu'un. Donc nous nous sommes employés dès le début à ça. Puis nous avions mis en place dans notre groupe de travail des méthodes. On se sert beaucoup de l'informatique parce que c'est quelque chose qu'ils aiment utiliser et généralement ils réussissent. Et nous avons commencé, en tâtonnant au début, à mettre en pratique les principes auxquels nous pensions. Ça a donné de bons résultats. Le principe des écoles de la deuxième chance, c'est qu'il y a entre 9 mois et 1 an de scolarité, si vous voulez, de stage, ce sont des stagiaires, et on les appelle stagiaires, et que pendant ces 9 mois ou 1 an de scolarité, ils ont 3 stages en entreprise. 3 stages en entreprise qui ont pour objectif de leur faire comprendre le monde extérieur, de les familiariser avec la vie active, de leur faire se rendre compte que finalement ils peuvent exister, ils peuvent s'insérer dans un milieu social et professionnel, et qu'ils peuvent aussi y avoir des résultats et être appréciés. Nous avons mis en place un système dans lequel, à l'intérieur de l'école, il y a ce qu'on appelle des référents. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un référent? En dehors du fait d'enseigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir écouter, pas seulement au début, tout au long de la période de scolarité. Et donc le référent, c'est une personne qui est à leur disposition, qui est un des enseignants, qui est à leur disposition pour les écouter sur n'importe quel sujet. Problème de santé, de logement, problème familial, etc. Cette personne, en dehors de ses fonctions d'enseignant, elle a pour mission d'écouter un groupe. Ils viennent individuellement, mais chacune de ces personnes lui se voit affecter un groupe de 5, 6, 10 de ces jeunes qui peuvent venir expliquer quels sont leurs problèmes. En plus, dans l'entreprise, pour faire la liaison avec dans l'école, pour faire la liaison avec les entreprises, nous avons quelqu'un qui est chargé de cette liaison. Et alors que dans l'entreprise, une personne est chargée du stagiaire, il y a un tandem qui existe entre la personne chargée du jeune dans l'entreprise, son tuteur en quelque sorte, et la personne qui est chargée des entreprises dans l'école. Ce qui fait que tout ce qui se passe pendant les stages, naturellement, est connu de l'école, et à la fin du stage, le stagiaire doit faire un exposé sur ce
qu'il a vécu, comment ça s'est passé, et il est écouté, quelque chose qui est pris en considération. Nous avons de très bonnes relations avec les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui, localement, dans les écoles, prennent les jeunes en stage, en général recommencent, sont satisfaites de leur expérience, et très souvent, il arrive qu'elles les embauchent à la fin du stage. Pour les stages, nous commençons généralement par un stage dans une grande entreprise, parce que c'est plus facile, bien sûr, d'avoir un stagiaire quand on a une certaine importance. Puis ensuite, nous essayons d'orienter le stagiaire vers des entreprises qui correspondent davantage à son profil, à ses goûts, à ses aptitudes, de façon à affiner un peu son projet professionnel. Voilà comment ça se passe, et avec des résultats qui sont très bons. Alors au début, les écoles de la deuxième chance, j'en ai eu, nous avons eu 1, 2, 5, 6, et ça a été assez long, la progression a été assez lente. Et le succès venant, quand nous avons fait nos preuves, aujourd'hui nous avons effectivement 120 écoles en France, et le succès est assez important puisque on note que nous avons environ 60 à 70% de résultats positifs. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat positif? C'est soit un emploi, soit le retour à une formation qualifiante, c'est-à-dire aller en apprentissage dans une entreprise ou bien suivre une formation pour pouvoir avoir un diplôme. Donc, d'autre part, ceux qui sont sortis depuis quelques années, nous avons observé dans un sondage que nous avons fait dans toute la région parisienne, de ceux qui sont sortis depuis quelques années, il n'y avait guère que 10% qui n'ont pas d'emploi au bout de 5 ans. C'est donc une expérience, si je puis dire, enfin maintenant c'est plus qu'une expérience, une réalisation qui est tout à fait positive. Comment est-ce que c'est financé? C'est financé par les régions qui abondent ce qu'il faut pour faire fonctionner les écoles, complété par le Fonds social européen, le FSE, et la taxe d'apprentissage. Donc, je dois dire que les entreprises nous aident beaucoup par les stages et aussi financièrement, et que c'est un résultat aujourd'hui qui est incontestable. Sur l'ensemble, bien sûr, nous avons environ, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire, plusieurs, environ 10 000, 12 000 jeunes qui fonctionnent de cette façon-là pour chaque année, ce qui est une barre non négligeable sur l'ensemble, enfin c'est à peu près 10% de l'ensemble des jeunes qui n'ont pas de solution après une scolarité ratée. Et il y a plus que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le fait de ne pas comprendre le monde dans lequel on est. J'ai rencontré moi, des jeunes filles de la communauté maghrébine de Marseille, dans le quartier nord, qui n'avaient jamais vu la mer à Marseille. C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Les mots, le sens des mots, ils ne le connaissent pas. Bien sûr, ils n'ont jamais lu un livre, ils voient très peu de choses, ils vont peu voir des spectacles. La vie culturelle est extrêmement réduite, extrêmement rétrécie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette fondation pour les écoles de la deuxième chance, où j'ai demandé à un certain nombre de grandes entreprises de nous aider pour des projets de nature, disons, culturelle. Ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, chaque année, nous avons d'abord une grande rencontre sportive de toutes les écoles qui a lieu une fois par an en France, chaque fois dans un endroit différent. Nous avons aussi des manifestations que nous organisons, par exemple des voyages. Les jeunes de l'école de la deuxième chance de Lille sont allés en Allemagne sur les traces de Jean-Sébastien Bach, d'une église à l'autre où ils jouaient de l'orgue, et on leur apprend en même temps la musique. Nous avons certains jeunes à qui nous faisons faire du théâtre, et je peux vous dire que ces activités culturelles, dont on croit à tort qu'elles sont réservées à une élite, et dont eux étaient absolument persuadés que ça n'était pas pour eux,
ils s'aperçoivent que finalement, c'est autant pour eux que pour les autres, d'une part, et que d'autre part, ils y prennent à la fois plaisir et intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans l'école de Marseille, par exemple, il y a des locaux qui sont très grands. Quand il y a un congrès, par exemple un congrès médical à Marseille, nous demandons qu'une des séances soit tenue à l'intérieur de l'amphithéâtre et qu'ils puissent y assister. Nous avons dans d'autres écoles des petits ateliers de réparation de 2 roues, pour leurs 2 roues à eux, mais en même temps, on prend aussi les amis qui ont des problèmes avec leur vélo ou leur moto, et on leur enseigne, on leur apprend comment les réparer. Enfin, toutes les écoles ont bien sûr leurs particularités, toutes ne font pas tout, mais elles ont chacune des thèmes, des sujets d'intérêt auxquels elles essayent d'intéresser les jeunes. Certains jeunes dans la région parisienne étaient intéressés par l'histoire de l'Andalousie et des Arabes du temps d'Andalousie. On les a emmenés là-bas. Ils ont fait ensuite un compte-rendu très intéressant où ils ont expliqué ce qu'ils avaient vu. D'autres, l'école de Châtellerault par exemple, que je préside, l'école de Châtellerault, nous avons eu l'idée de faire un parcours qui était à la fois intéressant et mené assez rapidement et d'ailleurs très peu coûteux. Par exemple, on les emmène voir l'aquarium géant de La Rochelle, qui est quelque chose de magnifique, et donc pour eux c'est une révélation, ils sont pas très loin pourtant géographiquement, mais bien sûr ils n'ont jamais vu. Ensuite on va visiter une usine de porcelaine à Limoges, alors l'histoire de la porcelaine, les méthodes, comment ça marche, c'est intéressant, et on revient par Oradour-sur-Glane, dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc 3 thèmes complètement différents en 3-4 jours, et c'est quelque chose qui pour eux est une véritable révélation. C'est pas la peine d'aller très loin. Il faut essayer de comprendre qu'il y a autre chose que ce qu'on a toujours connu, de ce qu'on a toujours vu. Ce sont des milieux familiales qui sont extrêmement rétrécis, qui en dehors de leur propre histoire familiale, qui est très souvent chaotique, eh bien, voilà, ils ne connaissent rien. Certains se sont mis à lire. On prend des abonnements à des journaux, et ils ont à leur disposition, bien sûr, la possibilité de lire les journaux. On leur apprend à se servir d'une manière intelligente de l'ordinateur pour trouver effectivement des choses qui peuvent être utiles. Et de cette façon-là, il y a un développement qui est tout à fait extraordinaire. Alors, je voulais vous livrer cette expérience parce que je pense qu'elle est d'un intérêt d'abord général. Et je pense qu'elle illustre bien les difficultés de la société française, qui est une société de blocage. C'est-à-dire que des jeunes, on les met à l'école parce qu'on est obligé, ils ont le sentiment, et la famille aussi, que ça n'est pas pour nous, mais quand même on est forcé d'y aller, on y va. On essaie d'en partir le plus rapidement possible. La vie n'est pas là pour eux. Et comme la vie n'est pas là, et que tout le monde a besoin de se réaliser dans quelque chose, eux, ils vont se réaliser dans d'autres sujets. Alors, quelquefois dans la délinquance, ou dans n'importe quelle dérive, mais avec ce sentiment qu'ils font partie d'un univers où ils n'ont pas leur place. Ce qui est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un jeune, se dire je vais vivre toute une vie dans un système où ma place n'existe pas, personne ne l'a prévu. Nous avons donc réussi à surmonter cette tendance, cette façon de penser, dans la plupart des cas, et avec donc des résultats intéressants. J'ai omis de dire qu'ils touchent une petite rémunération d'environ 300 € par mois. Au début, on s'est aperçu que certains venaient pour juste prendre l'argent et au bout de 2 mois, ils partaient avec. Donc, on a dit, on ne va pas les payer depuis le début, on les paiera au bout de quelques mois, rétroactivement, mais on ne va pas leur donner l'argent tout de suite. Donc, nous observons dans notre pratique, dans nos écoles, une très grande rigueur, une très grande sévérité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à l'heure, il faut obéir à un certain nombre de règles de discipline et il faut naturellement observer le règlement. C'est quelquefois difficile, c'est quelquefois on a du mal à faire comprendre la nécessité de cette rigueur. Et cette rigueur, nous l'observons aussi pour nous-mêmes. Les écoles de la deuxième chance obéissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des critères, qui sont des critères qui sont les mêmes pour toutes les écoles. Quand dans une ville, le maire ou les élus veulent créer une école de la deuxième chance, ils vont fonctionner pendant environ 1 an avant qu'on leur donne le label,
qu'on labellise l'école. Avant, elle n'a pas le droit de s'appeler école de la deuxième chance. Elle est labellisée avec l'aide de l'AFNOR. On a un certain nombre de règles et il faut que ces règles soient respectées. Et environ tous les 2-3 ans, on revisite les écoles pour bien vérifier que ces règles de fonctionnement, effectivement, qui ont été adoptées, continuent d'être observées. C'est je crois, cette rigueur sur laquelle d'ailleurs se fonde votre association. Cette rigueur qui est indispensable pour pouvoir fonctionner et avoir des résultats. Et les jeunes qui sont particulièrement réfractaires au début à ces règles, voyant qu'elles sont observées de tout le monde, y compris par ceux qui les encadrent et leur enseignent à l'intérieur de l'école, eh bien, se rendent compte que cette rigueur est quelque chose qui est indispensable et que, après tout, c'est tout à fait normal d'y adhérer. Voilà, je crois que j'ai brossé un tableau peut-être un peu général, mais en tout cas, aujourd'hui, ces écoles de la deuxième chance fonctionnent. Comme je l'ai dit, nous en avons environ 120. Il n'y a pas de mois sans qu'ils en créent une nouvelle. C'est quelque chose qui gagne de plus en plus. Et je pense que si ce système pouvait se développer, effectivement, il se développe, c'est une des réponses, ça n'est pas la seule, au problème de la déscolarisation des jeunes, de leur éloignement de l'école. Naturellement, ça serait préférable de ne pas avoir besoin d'école de la deuxième chance, ça serait le rêve, mais on en est loin, je crois qu'on en aura besoin encore longtemps.